Il fascine à travers le monde comme à travers les âges, à travers son génie artistique comme scientifique, sa curiosité insatiable, son amour pour la vie et pourtant il est mort il y a 500 ans. Et c'est ce qu'on célèbre cette année. Qui de mieux pour en parler que l'écrivaine, journaliste et metteur en scène Sophie Chauveau, bonjour. Vous êtes également l'auteur de L'Obsession Vinci aux éditions Folio. Léonard de Vinci, c'est pas aussi votre propre obsession à vous, Sophie Chauveau? Dès qu'on s'approche un petit peu de Léonard, on devient très obsédé parce qu'on essaye de comprendre pourquoi il est toujours aussi médiatique, aussi people aujourd'hui encore, alors que quand même... Alors pourquoi? Ah bah c'est mystérieux, sinon ça serait pas intéressant. Il a été de son vivant déjà, cette personne-là, que tout le monde légendait. Donc il avait une commande, il commençait à travailler. Tous les gens qui en parlaient, qui en disaient du bien, disaient c'est un génie, c'est un génie. Et hop, il se tirait sans finir parce qu'il avait peur d'être confronté à ce qui fait proprement l'artiste, c'est de ne pas être à la hauteur de son propre jugement. Ce qui, moi, me trouble et m'émeut beaucoup le concernant. Parce que la preuve que c'est un artiste, c'est ça, essentiellement. C'est cette... Le côté inachevé aussi des choses. Alors, le côté inachevé, c'est dommage. C'est aussi... Alors, le côté inachevé vient en grande partie... Parce qu'on dit qu'il ne finit jamais ses œuvres, Alors, il en a fini quelques-unes, mais on en a qu'une quinzaine. En tout et pour tout, le plus grand peintre du monde n'a fait que 15 tableaux, ce qui est quand même toujours un peu saisissant. Non, dans l'inachèvement, il y a aussi, à mon sens, le fait qu'avant de venir chez nous, en France, 3 ans avant de mourir, et très vieux quand même, il n'avait jamais rencontré son mécène, c'est-à-dire quelqu'un qui le comprenne assez pour financer le rêve, pour financer toutes les directions dans lesquelles il avait envie de partir. Donc du coup, on le cantonnait à ceci ou cela, et évidemment, il n'arrêtait pas d'essayer de s'évader. Épreuve de cette obsession universelle, 2 présidents étaient à Amboise ce matin pour honorer le génie Léonard de Vinci, Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella. Vous en pensez quoi, vous, de cette unité, ce cérémonial autour de Léonard de Vinci? Moi, je suis toujours très contente quand des gens de pouvoir s'intéressent à de la culture, quelle qu'elle soit. Ce qui leur arrive très rarement et de plus en plus rarement. Donc, la petite bisbille entre l'Italie et la France qui se finit aujourd'hui avec une gerbe déposée sur une tombe qui n'existe pas, parce que quand même, on l'a enterré, mais à la Révolution, on l'a déterré, on ne sait pas ce que sont devenus les ossements. Donc tout ça est assez amusant en vérité. Et moi je suis ravie parce que d'abord l'Italie et nous c'est pareil. C'est-à-dire on a le même bassin culturel, donc c'est toujours formidable quand on s'entend bien. Et il n'y avait vraiment aucune raison de mal s'entendre, hein, c'était de la politique. En tout cas, les célébrations vont durer toute l'année. La tapisserie La Seine va sortir des murs du Vatican pour être exposée, non, au Clos Lucé? Oui, non, mais c'est pas de Léonard. Non, non, c'est pas ça. C'est que ce qui est de Léonard, c'est la Seine en très mauvais état qui est à Milan, dans le réfectoire de la cathédrale, qui est encore assez saisissante parce qu'on voit quelque chose de ce que Léonard a voulu faire avec cette scène. La tapisserie, elle est faite après, c'est une commande... Bon, voilà, c'est très bien que les gens la voient parce qu'elle est en meilleur état que la fresque, mais bon. En tout cas, celle du Vatican va être exposée au Clos Lucé, là où est mort Léonard de Vinci. Là où il a passé les 3 dernières années de sa vie heureux. Ce qui est très important. Et château mis à disposition Petit château offert par François le roi Ier, François avec Ier. l'immeuble, avec tout, il lui a tout donné. Et il ne le considérait pas du tout comme un peintre. Vous savez pourquoi François Ier l'a fait venir en France? Et pourquoi? Parce que c'était un très grand inventeur de fêtes, un metteur en scène festif, et qu'il avait vu à Lyon, avant de partir, gagner à Marignan 1515. L'automate. Ce rapprochement, en fait, ce premier contact s'est fait... Bah oui, parce qu'il voit cet automate à Lyon, il gagne la guerre, et le pape perd, et donc le pape vient signer la paix avec François Ier, qui a 20 ans, hein, qui est un bébé. Enfin, un bébé d'1m90, 12, 15, très grand, comme Léonard. Et c'est là qu'ils se rencontrent. Léonard, donc le pape l'amène dans ses valises parce que François Ier l'a demandé, et il dit « mon père ». François Ier dit « mon père » à Léonard, le prend dans ses bras, ils ont la même taille, on le sait grâce aux chroniqueurs, et il dit « je vous veux, n'importe comment ». Et il considère Léonard comme le plus grand philosophe. Et dans ses valises... Et de son vivant, Léonard n'a pas écrit un livre. Enfin, il en a composé plein, 40, qui n'ont jamais été publiés. Donc c'est très extraordinaire, ce syndrome d'échec qu'il poursuit, alors qu'aujourd'hui, c'est une star absolue. Et dans ses valises aussi, justement, il y a 3 tableaux. La Joconde, il y a la Joconde, Saint-Jean-Baptiste. Le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Anne, que j'adore, qui est ma préférée, parce que le sourire de l'enfant, il se même celui de sa mère et celui de sa grand-mère, c'est magnifique. Et donc c'est une prise de guerre pour la France? Pas du tout, il se balade... Alors, Léonard présente l'avantage
de n'être pas nationaliste. D'abord parce que l'Italie n'est pas un État, mais ce sont des cités, que quand un roi de France arrive à Milan alors qu'il est à la cour de Ludovic le Mort, il se met à servir le roi de France. Il n'a qu'une patrie, c'est son art, et son désir de créer, d'inventer, de faire des choses. Pour tout le reste, il s'en fiche complètement. Et il y a un autre tableau également sur lequel je voulais vous faire réagir. La mort de Léonard de Vinci, on le voit mourant dans les bras de François Ier par Ingres. Le Ingres. Oui. Une magnifique légende. Mais Léonard est légendé tous les 50 ans de façon un petit peu nouvelle pour réactualiser le bonhomme. Ce qui est formidable, c'est qu'à l'heure où Léonard meurt dans les bras de la sœur de François Ier, quand même Marguerite, François Ier est à Saint-Germain-en-Laye en train de baptiser son 4e fils. Il est roi de France, il a beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas le don d'ubiquité, donc voilà. C'est ça. Mais on dit quand même que c'est un événement fondateur dans l'histoire de France, ce tableau, en quoi ? Ah, j'en sais rien. Alors, très honnêtement, je ne sais pas. Peut-être dans le fait de légender une information fausse. C'était peut-être la première fake news de l'histoire. Peut-être. On a le tableau d'ailleurs. Hein, oui, non, c'est un fort beau tableau. Avant de poursuivre, on va voir cet autre chef-d'œuvre qui a marqué le monde de l'art, le Salvator Mundi, le sauveur du monde, tableau le plus cher du monde. On peut toujours jouer avec les chiffres. Oui. Moi, j'étais horrifiée un jour quand on m'a parlé d'un tableau qui avait coûté 15 mirages. Et tout d'un coup, qu'on me renvoie qu'un tableau coûte 15 mirages, j'ai mal au ventre, je suis malheureuse partout. Quoi. Cette comparaison m'a fait beaucoup de mal. Donc, c'est sûr. Voilà, les prix du marché. Il a été vendu à 450 millions de dollars en 2017 et qui, depuis, a disparu de la circulation. On voit cela avec Julie Ils ne veulent pas savoir qui l'a acheté. On va voir le sujet. Où est passé le Salvator Mundi attribué à Léonard de Vinci? Le tableau le plus cher du monde reste introuvable. Personne ne l'a revu depuis ce jour du 17 novembre 2017, où il a été vendu aux enchères pour 450 millions de dollars. Adjugé vendu. On ignore également le nom du nouveau propriétaire. Il se murmure qu'il pourrait s'agir du prince héritier d'Arabie Saoudite. Mais on sait aussi que le Salvator Mundi devait être exposé en septembre dernier au Louvre d'Abu Dhabi. Or, le musée a annoncé à la surprise générale le report de l'exposition. Aujourd'hui, plusieurs mystères demeurent autour de ce tableau de 65 cm. Sa localisation, mais aussi son authenticité. Certains spécialistes estiment qu'il pourrait avoir été réalisé par des disciples de Léonard de Vinci et non par le maître lui-même. Et oui, c'est la grande question, hein. Léonard de Vinci ou pas derrière ce tableau, vous en pensez quoi? Je pense que c'est une école de Vinci. Très honnêtement, c'est sa patte et sa facture, c'est du modelé, c'est du Vinci, mais pouvoir dire que c'est de lui à une époque où dans les Botteguet, tout le monde participe au tableau, quel intérêt? On voit quand on vous lit dans ce livre que Léonard de Vinci n'a aucune limite en fait, à aucun niveau d'ailleurs. C'est une part de son histoire que le grand public ne connaît peut-être pas. C'est sa modernité, vous voulez dire? C'est un homme qui ne s'est jamais contraint en rien, sauf quelque chose d'une convention, il sortait pas tout nu dans la rue, mais voilà, c'était un monsieur dont la curiosité du monde, pour le monde entier, et les animaux, et la nature, et tout, fait que rien ne pouvait l'interrompre et l'arrêter. Donc c'est vrai, le dommage, c'est qu'il n'ait pas eu de mécène à sa hauteur, c'est-à-dire qu'il finance le rêve, la folie Léonard, mais sinon, il a quand même vécu comme il a eu envie de vivre. Et quand on vous lit, je me suis demandé quelle est la part de vérité, quelle est la part de fiction dans votre livre? Tout ce qui existe sur Léonard, je l'ai écrit. J'ai de temps en temps fait des petites chevilles romanesques pour resituer le contexte, mais c'est plutôt une mise en perspective dans son temps. Parce que comme par ailleurs j'ai fait sa biographie chez Folio aussi, j'ai été obligée d'enlever tout ce qui avait été un petit peu romancé et qui a quand même à voir avec de l'histoire du moment plutôt qu'avec lui. Alors je sais ce que j'ai inventé, une ou deux choses, mais comment vous dire, j'invente du probable, forcément, comme tous les romanciers, mais j'ai surtout eu envie, sa passion pour les animaux est telle, sa passion pour les chevaux est telle, de lui faire une histoire d'amour avec un cheval qui va mourir. Bon, voilà, Azul, c'est une invention à moi. C'est ça. D'accord. Et vous racontez aussi son emprisonnement, ça c'est... oui, ça c'est vrai. Oui. Il a été dénoncé dans les Tamburazioni pour le crime fameux de sodomie, alors que quand même, Florence est une cité homosexuelle chez les artistes, puisqu'en allemand, Florenzer signifie homosexuel.
à cette époque-là du monde. Donc on a une crise de la nuptialité, les artistes vivent tellement heureux entre eux qu'ils ne se marient plus, qu'ils font plus d'enfants. On invente les condottières pour faire la guerre à la place de nos précieux garçons qui ne doivent pas aller mourir. Donc c'est un moment de l'histoire passionnant, libre, très libre. Donc il est mis en prison parce qu'il est dénoncé et il en sort et il a fait quelques jours de ce qu'on appellerait de la garde à vue. On apprend aussi plein de choses sur son enfance, ce rapport conflictuel avec au son père, oui, mais avant, il le connaît à peine. Son père est élevé par un grand-père très libre dans une campagne magnifique près de Vincy, justement, avec une mère pas loin. Il cavale, il est dans les collines, il s'intéresse à tout. Donc, il s'intéresse aux animaux, aux plantes, aux gens qui travaillent, aux petites gens. Il connaît très, très bien les travaux de la terre. Et en fait, c'est un urbain qui va vivre toute sa vie dans des villes, sauf la fin, où effectivement, Clovis est heureux. Mais il a toujours gardé un rapport extrêmement intime avec le monde, le vrai monde. Et cette relation compliquée avec son père, bah oui, comme avec tous les bâtards. peut-être, oui, c'est ça. Un bâtard, ce qui n'est pas si grave. Il y a plein de rois, plein de princes qui sont bâtards à ce moment-là de l'histoire. Et au contraire, c'est quelque chose, on est au moins aimé, on a été voulu par de l'amour. Mais c'est pas si mal, c'est pas si grave. C'est comme on dit qu'il va faire des dissections et que c'est terrible. Non, c'est aujourd'hui que ça serait pas bien de voler des macabées dans les morgues pour les disséquer. À l'époque, on dit, non, faites pas trop de publicité, quoi. Pas plus que ça. Une relation plus en douceur avec sa mère. Sa mère, ses grands-parents et ses oncles et tantes. Donc il a une vraie enfance douce, mais il a un père qui est un notaire, qui est un notable, donc, de Florence, et qui veut établir son fils et qui ne va pas pouvoir l'établir. Et sa vie d'adulte, c'est un petit peu une revanche sur Alors, c'est sur à la son fois père, une revanche, mais après ces disputes et cette mise en prison et toutes ces choses-là, il va décider d'avancer masqué. Donc, il ne va plus montrer qu'un aspect de son personnage, et c'est l'aspect qui fait de lui la star que nous connaissons et dont nous parlons aujourd'hui. On n'en parlerait pas sinon. C'est un homme d'une taille infinie, très beau, mais vraiment très très beau, très très gentil, très très drôle. C'est quelqu'un qui plaisante énormément, qui va laisser d'ailleurs des plaisanteries par écrit que moi je ne trouve pas très drôles parce qu'elles sont un peu salaces, un peu comme ça. Mais bon, c'est sa façon de s'exprimer. Donc tout le monde l'adore. Et il ne montre que ça, que ce personnage-là. Et encore aujourd'hui. Sophie Chauveau, merci, auteure de L'Obsession Vinci aux éditions Folio. Et je vous invite également à retrouver les œuvres du génie dans Léonard de Vinci, un artiste à découvrir ou redécouvrir en 40 notices aux éditions Chênes.